Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 109e Rendez-vous du Futur. 109e soirée que nous faisons ici au Cube, ici les Moulineaux. 109e fois que nous nous réjouissons de vous retrouver, bien sûr. Vous êtes de plus en plus nombreux. Soyez chaudement remerciés. Ce soir, c'est une grande exploration autour d'un thème que nous allons finalement juste entrevoir, le thème des médias. Nous allons l'entrevoir ce soir et puis nous allons poursuivre cette exploration tout au long des prochaines émissions à venir, au moins jusqu'à la fin de l'année, et si ce n'est plus, parce que ce thème-là, finalement, nous nous posons un tas de questions autour des médias, autour de l'éducation aux médias, autour des médias du futur, autour de l'éducation aux médias, autour des fake news, autour de tout ça. Et tout ça, nous avons toutes ces questions qui ressurgissent à chaque fois lors de chacun des Rendez-vous du Futur. C'est ainsi qu'avec toute l'équipe des Rendez-vous du Futur, nous sommes dit, et si nous faisions ce soir, pour démarrer l'été, un vrai rendez-vous dédié aux médias. Alors nous avons un plateau exceptionnel. Vous retrouverez également les chroniques, la chronique Do the Good Web de Nicolas. Vous retrouverez la revue de presse de Jérémy Coralie. Et puis vous retrouverez la séquence que nous appelions autrefois le First et qu'on appelle maintenant C'est maintenant. C'est la séquence C'est maintenant. Et ce sera tout à l'heure en revanche. Et ce sera avec l'équipe du Mouton Numérique. Bien sûr, vous avez le réflexe, vous l'avez pris avec le temps, le réflexe du hashtag RDVF. Cliquez, partagez, commentez, cliquez, commentez, partagez. Je ne vais pas paraphraser cette phrase que vous voyez bien sûr sur les écrans de nos compères de France Info. Mais appropriez-vous ce hashtag, partagez ce que vous voyez, partagez ce que vous entendez bien sûr. C'est votre émission, c'est votre Rendez-vous du Futur. Il me reste juste à remercier l'équipe, bien sûr. Cette émission, comme toutes les émissions depuis 2010, a été préparée par ce superbe trio professionnel et enthousiaste des équipes du Cube, des équipes de Triple C, des équipes de JD Carré. On se retrouve en plateau juste après la revue de presse de Jérémy Coralie. A tout de suite. La rumeur dans l'Antiquité est d'abord un média, au sens propre du terme, un canal par lequel transite un message. Une rumeur, pour nous, c'est d'abord une information non vérifiée, non officielle et souvent fausse. Ces définitions sont à lire dans un article du site The Conversation daté du 17 juin intitulé « La rumeur, garante de nos libertés ?» Ainsi posé, l'auteur interroge le phénomène de la rumeur qui aujourd'hui se répand de plus en plus facilement sur les réseaux sociaux. Du problème des fake news au rappel de l'enjeu politique que représente le monopole de l'information labellisée correcte, l'article affirme. Hier comme aujourd'hui, par des rumeurs ou sur Twitter, s'informer, commenter, c'est aussi résister. Et ce ne sont pas les défenseurs des libertés numériques qui objecteront, alors qu'ils entrent en guerre contre l'article 13 de la directive du Parlement européen sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique. Dans un article daté du 14 juin, le site Uzbek Erika revient sur cette énième tentative de verrouillage de la créativité sur Internet et relaie les propos de l'Electronic Frontier Foundation. L'article 13 franchit une étape sans précédent dans la transformation d'Internet, d'une plateforme ouverte au partage et à l'innovation en un outil automatisé de contrôle et de surveillance des internautes. Innovation, créativité, deux mots au cœur d'un billet publié par Nils Asiosmanov le 30 mai sur le site Metamedia, avec... Non, la télé du futur, ce n'est pas Netflix. Le co-animateur des Rendez-vous du Futur propose quelques pistes sur le devenir de ce média. La télévision du futur sera ce que l'irruption du cinéma a été il y a plus d'un siècle dans nos imaginaires. Rien de moins qu'une nouvelle façon de représenter et de raconter le réel. Vaste programme qui selon lui se fera à coup de... Forme plus expérientielle, ludique, contributive et collective. Émancipée de la culture dominante. Pourtant, les acteurs du milieu de la télévision ne semblent pas se projeter aussi loin, et la résistance face à Netflix s'organise sur le territoire français. Le 2 juin, le site Les Numériques revient ainsi sur le projet de fusion d'Altis Studio et OCS, bouquet de chaînes appartenant à SFR et Orange. Avec déjà 3 millions d'abonnés à OCS et des accords avec HBO, Discovery et NBC Universal, la plateforme pourrait se révéler être un sérieux concurrent aux mastodontes américains. De leur côté, ce sont TF1, M6 et France Télévisions qui unissent leurs forces dans la création de Salto. Comme l'explique le site Numérama dans un article du 15 juin, cette nouvelle plateforme de SVOD proposera les contenus des 3 chaînes en replay ainsi qu'un accès au direct. Encore faut-il que le projet obtienne l'accord de l'autorité de la concurrence, que l'offre de programme sache se démarquer de ses adversaires et que les conditions tarifaires trouvent leur public. Salto bénéficiant d'un investissement de seulement 50 millions d'euros, l'article pose enfin la question. Aura-t-il les moyens de ses ambitions ? Et nous de poser la question, comment se fait-il que ces acteurs réagissent aussi tardivement ?
Et de retour en plateau, merci Jérémy et Coralie. Voyez, je suis vraiment bien entouré. 4 invités et évidemment mon camarade de tous les plus grands défis, Nils Adosmanov, président du Cube et co-animateur donc de ces rendez-vous du futur, de la revue du Cube, président du Cube, etc., etc., etc. Nous passons, Nils, si tu es d'accord, nous passons donc à la présentation de nos invités. Laurence Corroy, bonsoir Laurence. Vous avez été vice-présidente du conseil d'administration de la Sorbonne Nouvelle Paris. Vous êtes enseignante-chercheuse, notamment sur les questions liées à l'éducation aux médias et son épistémologie, et notamment la relation qu'entretiennent les jeunes et les médias, et je vais même plus loin, et plus spécifiquement les consommations et pratiques médiatiques des adolescents. On a une question ici à chaque fois pour essayer de dresser un tout petit peu le portrait. La question que André Brahi, qui était venu ici, nous avait dit, c'était une question qu'il taraudait tout au long de sa vie, c'était: qu'est-ce que je peux répondre à une question posée par un enfant de 8 ans? Donc là, moi, je suis l'enfant de 8 ans et je vous dis, mais très bien, mais vous faites quoi dans la vie, en fait, Laurence? Vaste question. Ce que je fais, c'est que je m'intéresse à tout ce que regardent, consomment les jeunes. Alors, je m'intéresse aux enfants, dès la maternelle jusqu'à la fin de l'adolescence. C'est vrai que j'ai une prédilection pour les adolescents, mais malgré tout, je m'intéresse de 5 à 20 ans, on va dire. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment ils se saisissent des médias, c'est-à-dire pas seulement leur consommation, mais aussi comment ils utilisent les médias à leurs propres fins. Et in fine, comment, une fois qu'on connaît mieux leurs pratiques et leur consommation, on peut mieux s'adresser à eux pour développer leur esprit critique et développer éventuellement une éducation aux médias. Mais on va en reparler, il me semble. On va en reparler, c'est un des grands mots-clés ce soir. Vous êtes encore surprise par les nouvelles pratiques que s'approprient justement ces adolescents, ces enfants ? Oui et non, c'est-à-dire que on commence à avoir un petit peu de recul maintenant sur le numérique, alors qu'au début, effectivement, on a été très surpris de la manière dont ils s'en sont emparés. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais malgré tout, il y a quand même une grande labilité, mobilité de leurs pratiques sur Internet. Là encore, on en reparlera, mais par exemple, l'affection qu'ils développent maintenant pour YouTube m'interpelle. On en reparlera, Nils. Didier Pourquerie, alors vous avez occupé des fonctions importantes au sein de prestigieux médias, dont Le Monde, Libération, Métro, Bild, L'Expansion, Voici, Info Matin, La Tribune, excusez du peu. Vous êtes directeur de la rédaction de The Conversation France. En janvier 2018, vous devenez le président de Cap Science. Alors peut-être déjà 2 mots rapidement. Je vais le dire comme Éloi a posé la question. Un enfant de 8 ans, vous lui dites que vous faites quoi dans la vie ? Imaginez vraiment que Nils a 8 ans. Je lui dis que je fais du journalisme. Et s'il me pose la question à quoi ça sert, alors là c'est plus difficile forcément, mais j'explique plutôt. Je suis dans l'explication. J'explique les choses, j'explique ce qui se passe dans le monde. Mais j'insiste là-dessus. C'est-à-dire, je dis pas, je te raconte. J'explique. J'essaye d'expliquer si je sens que ce garçon ou cette petite fille est particulièrement agressif et que je veux pas faire de peine à qui que ce soit. Mais en tout cas, j'essaye d'expliquer ça. C'est ce que je fais depuis ton âge. Puisque à 8 ans, mon premier cadeau, ça a été une petite imprimerie de jouets. Voilà, en jouets. Et alors peut-être 2 mots rapidement sur Cap Science et également sur The Conversation. Cap Science, c'est d'abord The Conversation qui va fêter ses 3 ans en septembre. C'est une aventure qui est dans le monde entier. Mais avec un certain nombre d'amis, on a lancé la version française. Et la version française, aujourd'hui, elle est à 4 millions de pages vues par mois. Voilà, j'ai 12 journalistes et surtout 2200 enseignants-chercheurs, experts, qui explique l'actu, qui raconte l'actu, qui décrypte, etc., et qui parle de leur recherche. Donc ça, c'est The Conversation. Et puis, de l'autre côté, Cap Science, c'était 2 choses. D'abord, ça se passe à Bordeaux. Je suis bordelais et je suis très content de passer du temps à Cap Science à Bordeaux. Mais pourquoi j'ai accepté et pourquoi j'étais très content d'être élu président ? Parce que
Il s'agit de partager le savoir scientifique. Or, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, la montée des croyances et la montée des opinions, il est très important pour moi, en tout cas, c'est tout à fait logique de s'intéresser à ça. Et vous faites un lien entre les deux Ah oui, totalement. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, Cap Science, c'est quoi? Cap Science, c'est la cité des sciences, pour parler aux Parisiens. C'est la cité des sciences à Bordeaux. Hein, c'est l'équivalent de la cité des sciences à Bordeaux, sur les bords de la Garonne, donc, et c'est ouvert, et c'est un lieu, et il y a du Fab Lab, il y a ça, mais il y a aussi des expos, et il y a aussi du partage de savoir. Et c'est un média concret, c'est un média avec des murs, mais c'est un média, comme The Conversation, qui est un outil de partage de savoir. Virginie Sassoon, vous êtes enseignante, vous êtes docteur en infocom, donc en sciences de l'information et de la communication. Vous êtes spécialisée sur la représentation médiatique des minorités. Vous êtes également responsable du pôle Labo Formation au Clémy, donc le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Et ça, je crois qu'il faut le dire, parce que de toute façon, vous l'assumez clairement sur votre profil Twitter. Vous êtes fondatrice de c'est The Conversation, donc on va dire, allez, disons The maintenant tout le temps, The Cheeky Festival, qui est un festival de cinéma pour les enfants. C'est bien ça, Virginie? Oui, tout à fait, c'est ça. Et qui a été créé quand? Qui a été créé il y a 6 ans. On est à la 6e édition, là, et c'est un festival de cinéma pour enfants qui est engagé en faveur de l'éducation aux images. D'accord. Et qui a lieu à Biarritz, je ne sais pas si on Tout l'a à dit, fait, d'accord. pendant les vacances de la Toussaint. Vous êtes également membre de l'Observatoire Médias et Éducation au CSA. Bon, Virginie, j'ai 8 ans, vous me répondez quoi? Parce que c'est bien beau tout ça, mais vous faites quoi sinon dans la vie? Alors, je vais vous répondre sur mon activité principale, ce sera plus simple. Donc, je travaille au Clémy, le Centre pour l'éducation aux médias. Le Clémy, c'est quoi? C'est un centre de formation des enseignants. On forme 30 000 enseignants par an pour qu'ils puissent mettre en œuvre des activités d'éducation aux médias et à l'information dans leur classe, de la maternelle jusqu'au lycée. Et on produit pour les enseignants des brochures, des livres pour les aider aussi à avoir des ressources sur lesquelles s'appuyer pour mettre en œuvre toutes ces activités pédagogiques. Et puis enfin, le troisième grosse activité du Clémy, c'est l'organisation d'événements nationaux comme la Semaine de la presse et des médias dans l'école, qui est très connue des enfants dès l'âge de 8 ans. Et donc, je vous recommande le guide pratique La famille tout écran. Je ne sais pas si on voit bien, mais en tout état de cause, vous tapez La famille tout écran sur Quant notamment, et puis vous tombez dessus et on vous l'envoie, c'est ça? Comment on tombe dessus? Alors, on peut le télécharger gratuitement et ça va devenir une série. Ouais, le tournage a lieu cet été, et donc une série vidéo, et la famille tout écran va être incarnée. Je précise que c'est un ouvrage qui est diffusé au Cube et qui a été très demandé, enfin voilà, qui est super travaillé. Merci. Ah, Éric Scherer. Alors, vous êtes un espion du futur, un corporate hacker, un explorer de la révolution digitale à la croisée des médias, du journalisme et de la technologie. Vous avez exercé ces fonctions, ces nobles fonctions au sein de l'AFP, où vous avez été directeur de la stratégie, puis au sein de France Télévisions, où vous êtes aujourd'hui directeur de l'innovation et de la prospective. Vous participez également aux travaux de recherche humanisme numérique du Collège des Bernardins. Et vous êtes l'orchestrateur de ce magnifique travail méta-média, donc qui est un petit peu l'outil, vous allez en parler, de veille prospective de France Télévisions, remarquable. Mais avant toute chose, un gamin de 8 ans, vous lui dites quoi quand il vous demande ce que vous faites dans la vie? Grosso modo, je fais l'anti-brouillard, en fait. J'essaye de regarder un petit peu devant nous, devant les médias, dans un paysage extrêmement encombré, très incertain, très confus. J'essaye d'amener un peu d'éclairage sur ce qui est en train de se passer, en essayant de percer à travers les nombreux nuages qui pèsent aujourd'hui sur les médias, et de le partager non seulement en interne pour le groupe France Télévisions, mais aussi parce que nous sommes service public, et de manière gratuite en externe, pour faire bouger l'ensemble de l'écosystème qui a tendance à être assez conservateur, hélas. Alors, on va en parler, là, je crois, tout au long de la soirée. Juste avant, un petit mot peut-être sur ce que vous faites avec le Collège des Bernardins. Ouais, alors l'idée, le Collège des Bernardins, c'est un think tank, c'est un think tank ouvert à toutes les idées. Ce qu'on souhaitait faire, c'était de se dire,
Le numérique est en train de bousculer absolument tous les secteurs de la société, c'est un poncif, mais ce qui nous arrive en plus maintenant, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et on se demande un petit peu comment on va vivre avec finalement pour la première fois, avec une nouvelle intelligence différente de celle des humains, et comment dans ce monde-là, on peut faire peut-être émerger les conditions d'un humanisme qui est après tout une des caractéristiques de notre société européenne, et d'un humanisme probablement numérique. C'est pas facile. On le fait évidemment avec quelques experts du numérique, mais on essaie d'ouvrir. Et d'ouvrir, ça veut dire essayer de travailler, de réfléchir, de se poser des questions pour l'instant avec des sociologues, des philosophes, des anthropologues, des théologiens qui sont aussi parfois inquiets et très souvent enthousiastes sur ce qui est en train de nous arriver. Merci. Alors moi, il est temps de faire un petit clin d'œil. Un clin d'œil à une amie des Rendez-vous du Futur. Elle en avait co-animé d'ailleurs certains il y a quelques temps avec Patrick Vivray, je me souviens par exemple. Axel Kahn aussi, je crois. Je parlais d'une amie aussi de vous, Didier. Je parlais d'Anne-Sophie Novelle. En ce moment, je crois qu'elle est aux États-Unis, mais alors elle se lance dans un sacré challenge, quoi, un sacré défi. Elle a lancé une grande campagne que je vous invite vraiment à aller voir sur KissKissBankBank. Les médias, Le Monde et moi. Son combat est assez simple en fait, elle essaye d'essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de ce climat de défiance vis-à-vis des journalistes. Donc là, je vous propose juste un petit teaser qu'elle a fait, qu'elle nous a envoyé, pour vous encourager à nouveau vivement à aller en savoir plus. Donc là, pareil, vous tapez les médias, Le Monde et moi, et puis on se retrouve juste après ça. Il va y avoir des mots un petit peu durs parfois, mais parce que c'est les mots qu'entendent les journalistes, j'ai l'impression, pas mal en ce moment. À tout de suite. Aux dernières nouvelles, vous avez moins confiance en moi qu'en votre banquier. Vous me reprochez d'être une vendue, une menteuse, voire même une journalope. Avec ma course au clic, je vous parle mal et je vois le monde en sens unique. Récemment, j'ai participé à une aventure éditoriale dans laquelle j'ai pleinement ressenti cette violence et cette haine à l'égard de ma profession. Vous y êtes allé un peu fort, mais vous aviez sans doute raison. L'aventure de ce journal a pris fin. Ce fut dur, j'ai tout remis en cause. Et c'est pour moi un nouveau point de départ. J'aimerais vous parler de mon métier, de notre rapport aux informations et de la possibilité d'envisager le journalisme autrement. J'ai choisi cette profession avec engagement et conviction, afin d'offrir une grille de lecture sensible des enjeux du siècle. Il ne faut pas lâcher. Je vous propose donc de me suivre dans un périple à la rencontre de journalistes qui, comme moi, conçoivent leur métier différemment. Conscients du ras-le-bol généralisé à l'égard de la presse, ils changent de posture et apaisent notre rapport au monde. Ils ne cherchent pas à aller vite pour être les premiers sur un scoop, ils prennent le temps de la pédagogie et de l'écoute. Ils deviennent de quasi-médiateurs. Et vous savez quoi ? Ça marche. Comme l'explique la romancière Nancy Houston, nous sommes une espèce fabulatrice. Nous circulons dans le réel à l'aide de fiction. Ce besoin d'en raconter nous est vital. Comment les médias participent-ils de cette mise en récit ? Avec quelles conséquences ? Est-il possible d'inventer de nouvelles pratiques journalistiques ? Avec les médias Le Monde et moi, je vous propose une introspection aussi personnelle que collective sur notre rapport aux médias, au monde et à l'avenir de ce qu'il nous faut soigner plus que jamais. Bon, il nous a paru intéressant de vous proposer d'aller voir cette campagne de crowdfunding, mais aussi de regarder un petit peu ces images. Donc c'est une série documentaire qui va arriver dès janvier 2019 a priori. J'aimerais vous entendre là-dessus, en fait, parce que là, finalement, ça permet de dresser un petit peu, de poser le décor, un décor, une version d'un décor un petit peu dur, bien sûr,
Est-ce qu'il est trop dur? Est-ce qu'il est réel? Laurence, qu'est-ce que vous en pensez, vous, après avoir vu ça? Non, je pense qu'il est tout à fait réel. Et effectivement, la crise du journalisme et de sa représentation auprès des publics n'est pas récente. En fait, à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, on a vu peu à peu un effritement constant du fait que les publics avaient de moins en moins confiance dans les journalistes, dans leur profession, etc. Et ça s'est accentué ces dernières années. Parce que ce qu'on entend comme reproche le plus fréquent, c'est finalement qu'il y a eu une homogénéisation très forte, et ce qui est vrai dans les faits, de la formation des journalistes par les écoles, et que finalement, au-delà des Parisiens qui se retrouveraient dans une certaine culture et communauté de vue, la France dans son ensemble, elle ne s'y retrouverait pas. Et cette accusation des élites qu'on retrouve vis-à-vis des journalistes, mais aussi de la classe politique ou d'autres corps de métier qui représentent des intellectuels dans leur acception très large, on la retrouve en permanence maintenant. Ce qui fait qu'effectivement, les journalistes ont besoin de recréer du sens à leur métier, sans doute en revenant à des pratiques plus lentes, d'investigation, pour retrouver aussi une confiance plus forte de la part de leurs lecteurs ou des téléspectateurs. Et je crois qu'effectivement ça marche quand les pure players qui ont fait ce choix, ou les journalistes qui recréent du sens à partir de leurs pratiques, sont écoutés. Oui, on voit effectivement de plus en plus de nouvelles initiatives, de nouveaux formats qui arrivent. Eric, vous êtes pratiquement au cœur d'une des plus grandes rédactions en France. La plus grande, oui. La plus grande, donc au cœur de la plus grande rédaction. Est-ce que vous pensez que les journalistes de France Télé sont sensibles à ça, entendent ça, se sentent aussi? Il y a eu certains mots, journalope par exemple, c'est dur quand même. Oui, je crois que la rédaction dans son ensemble, qu'elle soit à Paris, dans les rédactions nationales, qu'elle soit en région, qu'elle soit en Outre-mer, ont pris conscience de ce qui est en train de se passer et de modifier, en fait, et je pense qu'on en parlera, leurs propres pratiques. La remise en cause, elle vient quand même, elle est renforcée fortement par le numérique. Le numérique a complètement bousculé le rapport de force finalement entre le public et les médias, qui étaient avant en position de surplomb, en position de sachant, qui étaient malheureusement trop souvent dans un entre-soi qui était critiquable et qui était à juste titre critiqué. C'est pas facile de se remettre en question dans ces situations-là, mais je pense que, en tout cas, à France Télévisions, on essaye de le faire. On le fait. Je vous donne des petits exemples. Je pense à l'interactivité qu'on a proposée déjà depuis de nombreuses années en ligne dans notre production d'informations en temps réel, puisqu'on a été les premiers, même les premiers dans le monde, à intégrer Twitter à l'intérieur du fil d'information dans France TV Info à l'époque, et qui s'appelle aujourd'hui France Info, parce qu'on voyait bien que laisser l'audience, le public, le téléspectateur devenu télénaute en dehors de la conversation était une impasse et allait nous amener à des crispations qu'on voit aujourd'hui se développer peut-être sur le reste du paysage. Le climat, effectivement, est plutôt sombre, et j'étais récemment dans une conférence où il y avait d'autres responsables, dirigeants de médias en ligne ou traditionnels européens et américains, et le constat est un petit peu partout le même. Il n'est pas seulement français, il n'est pas que européen. Il y a une défiance vis-à-vis des médias, mais cette défiance, ça veut dire que le lien qu'on avait avec la société est en train de se distendre et peut-être de craquer à un moment donné. Les explications, vous en avez évoqué certains. Il y a aussi, outre la position de sachant, le fait que les médias ont aussi raté des choses, n'ont pas vu des choses arriver. Encore la semaine dernière, aux États-Unis, une jeune démocrate a gagné une primaire de manière étonnante pour les grands médias qui ne la connaissaient pas et qui l'ont vu arriver de nulle part. Et face à un vieux routier. Face à un vieux routier du Congrès. Et on a vu le New York Times, le Washington Post, se dire, mais enfin, d'où elle vient? Et ces médias se faire
massacrés sur les réseaux sociaux en disant mais t'avais qu'à aller sur place, t'avais qu'à te promener dans les quartiers, écouter les gens et parler avec eux. Voilà, c'est un vrai sujet, celui du contact, de la proximité, de l'interaction, qui ont fait que des rédactions n'ont pas vu arriver Trump, n'ont pas vu arriver le Brexit, n'ont pas vu arriver en France, par exemple dans le secteur politique, le phénomène Fillon sur la droite, le phénomène Hamon sur la gauche. Ces phénomènes-là n'ont pas été vus par les médias, en tout cas les journalistes politiques. Donc évidemment, on a des questions fortes à se poser. Didier, moi je me souviens d'une réflexion que vous aviez faite lors d'une conférence où on était. Il y avait Gilles Boeuf également, et d'ailleurs c'était à Cap Science, vous voyez, on boucle la boucle. Vous disiez que selon un sondage récent, les journalistes étaient au même niveau que les agents immobiliers dans un grand sondage autour de la confiance accordée au métier. Mais vous, l'une de vos réponses, Gilles Boeuf, c'était la parole scientifique, mais c'était aussi l'humour. Et vous, c'est vraiment le fait scientifique aussi. C'est argumenter pour défaire les fausses vérités, les fausses news. Il y a plusieurs réponses. C'est-à-dire, moi, je veux pas passer trop de temps au constat déprimant. Non, mais on passe juste un peu de temps. Non, mais excusez-moi, c'est pas par rapport à cette émission-là. C'est par rapport à la pratique autoflagellante. J'ai envie de dire à mes copains, mais attendez, il faut essayer plein de trucs. On a essayé plein de choses. Moi, j'ai essayé plein de choses depuis 35 ans. Je suis vraiment pour un journalisme modeste. Au ras du sol, j'ai commencé à Libé vraiment dans les années extrêmement modestes. Donc je suis vraiment de cette formation-là. Des choses à faire, par exemple, il y en a deux. J'avais lancé quand j'étais à Libé le journalisme, le Libé les solutions. C'est-à-dire parler autrement de la société, parler en termes de pas le journalisme des bonnes nouvelles, comme on nous a dit quelquefois, etc. Le journalisme de solutions, de constructif, apporter des éclairages, partager des pratiques qui fonctionnent, etc. Bon, pas uniquement les catastrophes, etc. Ça venait d'études où les lecteurs disaient, mais attendez les amis, là, vous nous racontez que des choses épouvantables. Et il n'y a rien de bien dans la vie. Bon. Deux, il y a beaucoup de choses bien qui se passent en dehors de Paris, du 8e et du 2e arrondissement, figurez-vous. Bon, voilà. Donc, il faut en parler. Donc, ça, c'est parler de ça. Et puis, deuxièmement, c'est pour ça qu'on a fait The Conversation en 2011, en Australie, donner la parole à des experts, mais des vrais experts. C'est-à-dire pas les experts en expertise, pas les experts, pas les commentateurs, exactement. Le commentaire, il y en a plein Internet déjà. Les opinions, les croyances, il y en a plein. On croule dessous. En revanche, une parole scientifique qui partage des travaux, qui éclaire. Un seul exemple, on s'est lancé en France à l'automne 2015, attentat. Riva Castoriano avait fait, ça faisait 15 ans qu'elle travaillait sur le processus de radicalisation. Elle fait un papier, tout de suite 200 000 vues. Alors à notre niveau, on n'est pas à France Télé, hein, mais à notre niveau, 200 000 vues, c'était énorme pour un papier de fond, un papier vraiment construit, tout ça, parce qu'une sociologue qui avait travaillé depuis très longtemps sur les processus de radicalisation donnait un éclairage intéressant pour comprendre les personnes qui avaient attaqué le Bataclan. Et ça, c'était différent de dire c'est bien, c'est mal, d'où ils viennent, pourquoi ça n'a pas marché, etc. Là, il y avait une véritable explication. Donc ça, je pense que... Et ça, c'est du travail journalistique. Aller chercher l'expertise, la faire vérifier aussi par des pairs, pour être sûr que c'est pas n'importe qui parle, et donner la parole au plus près de cette parole-là et de la manière la plus accessible possible. Et ça, c'est du processus de médiation, simple, modeste, puisque du coup le journaliste n'apparaît plus, le journaliste reste derrière. Il fait pas comme moi, il la ramène pas sur un plateau, mais il est
il est actif. Et actif dans le bon sens, il me semble. Donc c'est plutôt ce genre de choses qui me semble. Je voudrais rebondir là-dessus. Le groupe M6 a lancé Golden News pour les millennials, et ils disent: nous souhaitons créer un média profondément conversationnel, ne plus poster de contenu vu passivement. Nous souhaitons être un média anti-fake news. Nous serons très vigilants sur la vérification de nos infos. Jusque-là, super. Et ils ajoutent: nous voulons permettre aux marques de se positionner comme des médias. Qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est la fabrique à storytelling. Oh alors, c'est horrible. Non, j'en sais rien. Non, mais c'est ce qui m'a fait peur là, dans cette histoire-là, c'est que on passe très vite sur la vérification, alors que c'est beaucoup de travail et que c'est l'essentiel. Que deuxièmement, la conversation, si c'est la foire au troll, moi ça m'intéresse pas. Je veux dire, moi ce qui m'intéresse, c'est de discuter, d'avoir une conversation avec des questions et des réponses sur des faits, sur des travaux, sur des choses comme ça, pas ouais, j'y crois pas, ou je sais pas trop quoi. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je pense qu'il faut s'en méfier comme tout. Et enfin, le truc qui me choque le plus, c'est l'histoire de continuer à faire des médias pour des tranches d'âge. Alors que on voit bien que le numérique crée déjà tout un tas de bulles, tout un tas de choses dans lesquelles on est bien, parce qu'on pense tous pareil, et donc on va être tous d'accord, et on va consommer tous les mêmes marques, et on va être... Vous voyez, ça c'est des choses qui ont mené les magazines, la plupart des grands magazines, à leur chute, ça a été terrible, l'écrasement des magazines, on les voit en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient découpé la population en morceaux. Aujourd'hui, avec le numérique, je pense qu'il faut être beaucoup plus ouvert que ça, et d'ailleurs, je pense que ça peut même créer des marchés transversaux, etc., même pour les marques. Je veux dire, ne pas imaginer d'ailleurs que les médiaplaneurs sont des médiaplaneurs des années 70. Hein. Ils ont beaucoup évolué depuis. La fabrique du consentement 3.0 est même assez évoluée. Virginie, une réaction par rapport à ce qu'on a vu justement avec le projet Les médias, le monde et moi. Pour moi, ça souligne l'importance de l'éducation justement aux médias, avoir tous une culture médiatique. D'ailleurs, elle le dit, Anne-Sophie, à la fin. En gros, elle dit que c'est notre bien commun, tout ça, donc il faut s'en soucier. Oui, bien sûr. Ça témoigne aussi de la quête de sens dans laquelle se retrouvent plein de journalistes, et notamment depuis 2015, où il y a quand même eu un électrochoc dans notre société qui a conduit aussi beaucoup de journalistes à remettre en question leurs pratiques. Et on le voit aussi, la mobilisation de France Télévisions, de Radio France, de bon nombre de médias aussi privés, où les rédactions s'engagent et où les journalistes sentent que face à cette défiance sur leur profession, mais défiance d'ailleurs qui est généralisée aussi au monde enseignant, à d'autres sphères de la société, toutes les sphères qui représentent l'autorité, une autorité passée, qui partagent les mêmes défis finalement face à l'éducation. Et pour rebondir sur ce projet, je trouve que justement ça témoigne de la complexification du paysage médiatique, aussi de la difficulté pour les jeunes de se repérer dans une multitude de sources. Et l'enjeu de l'éducation aux médias, c'est vraiment comment acquérir les bons réflexes pour évaluer une source. Et quand on voit la complexité des modèles économiques des médias aujourd'hui, la difficulté d'identifier les sources, qui me parlent, quelle est son intention, c'est vraiment c'est des enjeux éducatifs qui sont partagés par les journalistes et les enseignants. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, sur cette complexité aujourd'hui des médias, il y a un phénomène, alors ma question est peut-être un petit peu naïve, mais quand on réfléchit un peu à l'avenir proche des médias, il y a un phénomène quand même aujourd'hui qui est celui de la plateformisation. Et on peut se poser la question de savoir si la radio, la télé, la presse écrite, le web, les réseaux sociaux, tout ça, ça ne devient pas un média, un métamédia peut-être, et qui vient bouleverser complètement à la fois le modèle économique, les modes de production, les modes de distribution, les modes de consommation. C'est toute la chaîne de valeur là qui est rebattue. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec le constat de dire que ça a moins de sens aujourd'hui de parler d'un média télé, radio, etc., que ça devient une sorte de métamédia, donc, et si oui, qu'est-ce que ça vient bouleverser dans... Est-ce que ça vient bouleverser, en tout cas au niveau des pratiques informationnelles des jeunes, dont Laurence Courroy pourra parler de manière beaucoup plus experte que moi, c'est que toutes les sources se valent, c'est-à-dire sur un fil d'actualité d'un réseau social, ce que va poster Laurence, vous, Le Monde, ça occupe la même place. Et avec une génération de personnes qui ont grandi, et à savoir que la majorité des adolescents s'informent via les réseaux sociaux, c'est cet enjeu-là, c'est-à-dire comment
distinguer les sources, et il y a un enjeu aussi d'éducation des parents et finalement de toute la communauté éducative, parce que on parle souvent des millénials, soi-disant les digital natifs qui auraient des compétences naturelles, ce qui est faux, hein. C'est que en fait se repérer dans ce monde-là, c'est vraiment acquérir des compétences, et c'est le fruit d'un apprentissage. Donc je crois qu'il faut déjà déconstruire un certain nombre d'idées reçues, et puis se rendre compte qu'on a besoin d'être outillé, formé tout au long de la vie pour comprendre ce nouvel environnement. Mais est-ce que juste, pour aller au bout de la question sur les plateformes, sur le modèle économique, est-ce que cette plateformisation, elle n'est pas aussi en train, d'une certaine manière, de tuer les médias traditionnels, de capter la valeur à travers les grandes plateformes? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe? Regardez ce qui s'est passé avec SVOD Canal Play. Maxime Saada a annoncé c'est terminé. On a été rayé de la carte de ce marché qui est en train de se substituer à la télévision. Netflix a dépassé la télévision aux États-Unis. Éric Scherer sur ce phénomène. Laurence, après, pour rebondir. Oui, on est incontestablement face à une nouvelle réalité. Une réalité qui n'est pas que de la faute des gens à l'extérieur des médias, pardon, mais il y a eu aussi dans les médias énormément de déni, énormément de refus de voir ce qui se passait dans la réalité. Et moi, je ne voudrais pas que les médias finissent comme Kodak, vous voyez. Kodak avait les brevets du numérique, et est resté bien trop longtemps sur ses acquis des films argentiques. Je pense à Nokia qui voit arriver l'écran tactile de l'iPhone et qui n'y croit pas finalement et qui reste sur son téléphone et qui disparaît. Je pense que Canal+, c'est aussi un peu ça. Canal+, ils savaient très bien qu'il fallait faire de la vente de vidéos par abonnement. Ce qu'ils ont fait, il fallait peut-être pas la laisser à 40 € alors que les autres étaient à 10. Je pense qu'il y a aussi une certaine manière, une certaine incompréhension des enjeux qui sont en cours, de la vitesse dont s'effondre parfois le vieux modèle. On le sous-estime, ça peut aller très vite. Et si on ne fait pas ce qu'on appelle dans les startups aujourd'hui le pivot, on est en danger. On peut être en danger de kodakisation de la télé, par exemple, mais d'autres médias, et sans réagir, sans faire de pivot rapide, alors qu'on connaît les solutions, mais qu'on ne veut pas les appliquer. C'est un vrai problème. Est-ce que ce qui sous-tend la fusion annoncée de Radio France et France Télévisions, c'est ça? Non, ou pas du tout? Il n'y a pas de fusion, sauf erreur. Annoncé peut-être pas, mais mais on va pas faire les commentateurs. On parle là d'un rapprochement essentiellement économique et de sens, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a un grand média convergent qui s'appelle Internet et qui rapproche les images, le son, l'écrit. Tout ça peut faire du sens. Simplement, est-ce que c'est aujourd'hui, et je parle vraiment en mon nom, je ne suis pas habilité à le faire, mais est-ce que c'est aujourd'hui la priorité d'occuper les ressources des uns et des autres à se rapprocher entre vieux médias, ou est-ce que la priorité, ce serait peut-être pas de tout faire pour être en mesure de se réinventer face aux nouveaux médias? Mais les concurrents de France Télévisions aujourd'hui, c'est moins TF1, M6 que Netflix et YouTube. C'est face à eux qu'on doit réagir. Oui, puis comme on dit, Salto, c'est 45 millions. Donc Salto, c'est la réunion de France Télévisions, TF1 et M6, annoncée le 15 juin. 45 millions, alors que Netflix, c'est des milliards. Donc il y a aussi 45 millions, c'est un épisode, une série, en fait, pour Netflix. 45 millions, c'est 2 épisodes. 2 épisodes, allez, d'accord, 2. Non, 4 en fait, ça dépend lesquels. Ça dépend. Oui, mais encore une fois, aujourd'hui, Netflix est effrayé par l'ampleur des investissements en milliards, mais avant d'effrayer par l'ampleur de ces investissements, Netflix, c'est une extraordinaire ergonomie de consommation, de visionnage, de contenu, de documentaires, de films ou de séries. C'est d'abord une fluidité de l'expérience, une infrastructure, une utilisation de la data, toutes les bonnes cases du numérique qui sont cochées, et face à ça, des vieux médias un peu engourdis qui doivent réagir. Oui. Laurence, vous vouliez réagir tout à l'heure? Oui, je suis d'accord effectivement sur le fait que Internet
à mon sens, est un gigamédia qui, effectivement, agrège tous les autres. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que les médias traditionnels disparaissent ? La réponse est plus complexe, si on considère, bien sûr, les générations dont on parle, qui n'ont évidemment pas du tout les mêmes pratiques. Mais surtout, il faut s'interroger sur pourquoi les jeunes générations décrochent des médias traditionnels. Parce que finalement, ce dont on se rend compte au fur et à mesure des enquêtes et de ce qu'ils expriment, c'est qu'ils sont très peu représentés par ces médias-là. Et on a très peu de représentation des minorités. Virginie pourrait le dire, on a très peu de représentation des jeunes et de leurs paroles, ce qui fait que finalement, où est-ce qu'ils vont trouver des personnes qui leur ressemblent ? Eh bien, on va le trouver sur Internet. Et on va avoir une expression foisonnante, créative, qui est beaucoup plus intéressante pour eux. Donc, je ne dirais pas que les médias traditionnels sont en danger de mort immédiatement. Ils ont évidemment besoin de se repenser et de repenser leur modèle économique. Mais surtout, ils ont besoin, et ce que n'a pas fait la presse écrite au moment où elle aurait dû le faire, de repenser aussi la manière dont ils considèrent leur public pour créer des choses beaucoup plus inclusives et qui permettent de ne pas toujours penser à l'homme de 50 ans, cadre blanc, tel qu'il est systématiquement représenté au fur et à mesure dans les JT, dans les émissions de divertissement ou d'entertainment. Les chiffres sont à chaque fois effrayants quand on regarde les plateaux. Donc, et même les JT de France Télévisions. Donc là, je crois qu'il y a un vrai défi pour eux. Le défi de la représentativité. Didier, un mot Non, par rapport à ce que vous disiez, je pensais que ce qui marche, par exemple, dans la médiation scientifique, ce qui marche très bien, c'est les youtubeurs. Et pourquoi ils marchent bien ? Pourquoi ça fonctionne bien ? Parce qu'ils posent les questions que se pose exactement la personne qui le reçoit, qui le regarde. C'est-à-dire que c'est pas un journaliste. Moi, je me suis battu très longtemps contre les journalistes qui rêvaient d'être aussi experts que les sources qu'ils interviewaient. Je pense que non, notre expertise, elle est ailleurs. Elle est de poser les questions que se posent nos lecteurs, déjà, les lecteurs. Et puis, bon, voilà. Et pourquoi les youtubeurs marchent ? Parce qu'ils posent les questions directes comme ça et ils répondent directement. C'est un gros travail derrière. C'est un très, très gros travail. Moi, je me souviens, je suis en train de regarder pas mal de youtubeurs science et je vois le boulot qu'ils ont derrière à vérifier, à demander à des experts de vérifier, etc. C'est très sérieux. Mais la forme, et c'est ce que vous dites quand vous dites qui parle à qui, la forme est une forme très accessible, très ouverte et en miroir. C'est-à-dire, je vais vous raconter une histoire. Vous avez raison, c'est du narratif, mais en même temps, c'est extrêmement direct et très difficile à faire. On va se retrouver, on va faire cette petite coupure, je l'avais annoncé, je vous prends pas de cours, et elle va durer un petit quart d'heure, une coupure où vous allez retrouver Charlie et Rémi qui reçoivent l'équipe du Mouton Numérique, mais juste avant, vous allez voir une petite vidéo que nous avons piquée sans leur demander à Metamédia. Nous l'avons piquée, c'est en gros les bons gestes, les premiers gestes à faire en cas de fake news. Ça dure 1 minute et vous retrouvez Charlie et Rémi, et nous on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Bonsoir,
c'est maintenant, la séquence dédiée aux femmes et aux hommes qui font le changement maintenant. Donc une séquence préparée et co-animée avec Rémi Hoche. Bonsoir Rémi. Bonsoir à tous. Tu vas bien ? Très bien. Très bien, merci. Alors on va se consacrer donc au sujet des médias, mais de façon un petit peu détournée, avec deux invités ce soir. Nous accueillons Yael Benayoun. Bonsoir Yael. Bonsoir. Et Irénée Regnault. Bonsoir. Bonsoir Irénée. En fait, vous allez nous parler du mouton numérique. Et puis, on va découvrir en fait ce qu'est ce collectif. Et puis, on va aller ensuite un petit peu plus loin. Et puis, on va essayer de se questionner aussi sur le rapport aux médias. Avant toute chose, Rémi, est-ce que tu pourrais nous parler en quelques mots de nos invités ? Alors, en deux mots, Yael et Irénée, donc vous êtes tous les deux consultants dans le domaine de la transformation numérique. Vous travaillez à la fois pour des entreprises et pour aussi le secteur public. Alors, vous menez aussi une réflexion très intense sur cette fameuse transformation numérique et vous avez écrit pas mal d'articles dans différents médias. Et Irénée, vous avez également votre propre blog depuis 2014, je crois, qui s'appelle « Mais où va le web ?» Oui, c'est ça. Voilà. Et en 2016, vous vous rencontrez et je crois que de votre union est né un mouton numérique. On peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que ce mouton numérique et pourquoi est né ce projet ? Je commence. Vas-y. Alors, le Mouton Numérique, déjà, c'est une jeune association, comme vous venez de le dire, qui a pour objet principal de susciter un débat et une réflexion de fond sur les enjeux du numérique et des nouvelles technologies. Alors, quand on dit enjeux, c'est peut-être important de préciser qu'on n'est pas du tout sur les enjeux techniques, mais bien sur des enjeux de société, des enjeux politiques, des enjeux sociétaux. Et donc, plus concrètement, pour questionner justement ce développement de la technique, on met en place des événements culturels, alors principalement des débats, mais je pense qu'on y reviendra peut-être sur le format, mais aussi des rencontres littéraires. On a une émission radio, je pense que c'est par là que vous nous avez aussi rencontrés, en tout cas tout un tas de formats. Et vous avez une spécificité, c'est de mettre en lien, enfin en tout cas de mettre en discussion, en dialogue, les penseurs et les faiseurs. Oui, c'était un peu l'idée. Alors, ce qui manque quand même à cette présentation, c'est que on s'est assez vite ouvert en tant qu'association. Aujourd'hui, on a une 60aine de membres qui sont, pour beaucoup d'entre eux, actifs dans l'association. C'est-à-dire que les médias, les formats, ils les montent eux-mêmes, en fait. On a des gens, par exemple, qui ont monté leur propre radio. Donc, ce qui en dit long aussi sur l'association et sur la vocation qu'elle a à donner aussi à chacun, à qui veut, à qui peut. Et de toute façon, on aidera ceux qui s'en sentiraient pas capables à monter eux-mêmes justement leurs initiatives. Et pour revenir à votre question sur les penseurs et les faiseurs, oui, l'idée c'était pas d'avoir forcément un débat qui était forcément axé sur seulement des travaux de recherche qu'on lit par ailleurs évidemment, ou qui ressemble à beaucoup de tables rondes qu'on voit avec beaucoup de personnes qui sont essentiellement dans un seul milieu, et c'est souvent l'entreprise, où il peut se dire des choses intéressantes, mais où éventuellement on rate beaucoup sur le fond du débat. En fait, on est en surface tout au long. L'intérêt d'avoir un penseur, un faiseur, donc sans opérer de distinction entre les deux, puisque ceux qui font pensent et ceux qui pensent font, bien sûr, c'est justement de mettre un petit peu en dialogue, en dialectique, celui qui peut être dans la critique, éventuellement même radicale, parce qu'il faut bien aller à la source des problèmes, et celui qui a dans les mains le crayon et qui, par exemple, est entrepreneur ou peut-être artiste, etc. Avant qu'on aille un peu plus loin en fait, sur les modalités de ces différents projets, est-ce qu'on peut revenir sur la rencontre humaine, déjà, en fait ? Et voilà. Oui, alors en fait, on s'est rencontrés au Bernardin, justement, comme quoi c'est une... Au Collège des Bernardins. Au Collège des Bernardins, c'est une soirée très bernardienne ce soir, autour d'une conférence sur Philippe Cadic, du coup, que j'organisais à l'époque, et Irénée était venue pour chroniquer justement sur ton blog Mais où va le web, la rencontre, qui parlait en fait des relations homme-machine, si je ne me trompe pas, donc dans les... C'est ça. Dans l'œuvre de Philippe Cadic. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si nous avons choisi la figure du mouton numérique en référence. Le mouton, c'est ça qui est intéressant, parce que on est ludique, mais aussi sérieux qu'on est ludique quand même et rigoureux. Le mouton, c'est évidemment une référence au mouton de Philippe Cadic, et les androïdes reptiles de moutons électriques. Voilà. Après, c'est aussi tout un symbole, mouton noir, mouton blanc, de la façon dont nous, on envisage le numérique, c'est-à-dire comme ensemble de techniques, et on en vient toujours à cet aspect justement assez
Un peu de l'ambivalence en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, on est quand même tous des moutons face à la technique. Je pense que voilà, on a tous un smartphone. Enfin, pas tous, mais en tout cas, on est quand même beaucoup à avoir un smartphone, à être sur Facebook, à utiliser Google. Et en même temps, il y a quand même ce mouton noir, le mouton dit, on va dire entre le mouton dissident et le mouton philosophe, qui va prendre le temps de la réflexion et en tout cas essayer déjà de se poser les bonnes questions avant d'apporter des réponses. Et peut-être que je voulais rebondir à ce que tu disais. Je pense que c'est très important effectivement qu'on ait une association et donc que nos membres aient une place dans la construction de ces débats. Et on parlait tout à l'heure d'esprit critique et en fait nous c'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en avant, ce qui fait que nos débats sont pas forcément des débats à chaud. C'est-à-dire on n'est pas des journalistes qui allons sur le terrain pour, comme on a dit tout à l'heure, en tout cas pour pêcher la bonne info, la plus juste. Et c'est vrai que tout ce travail de vérification, on n'est pas forcément dans cette optique-là. Mais en revanche, ce qu'on essaye de poser, c'est vraiment des questions de long terme, en fait, et des questions de fond sur ces problématiques techniques un peu sous-jacentes aux questions d'actualité. Alors, parce qu'on parle de débats que vous avez organisés, est-ce que vous pouvez nous donner en fait les thèmes qui ont été abordés jusqu'à maintenant, comment étaient organisés ces débats, qui y participaient? Puisque là, ce qui nous intéresse aussi, c'est comment créer le débat avec des personnes concernées de près ou de loin par un sujet. Avec un exemple concret, du coup, ça parle. Il y a eu la première année qui était plutôt Yael et moi qui s'est ensuite ouverte aux adhérents. La première année, on a décidé d'une prog, nous, on a animé chacun des débats d'un cycle de beaucoup de débats qui a parlé d'éducation, de transport, d'écologie. On a parlé même de la révolution arabe parce qu'on considérait que c'était un sujet important. Ensuite, les débats ont été choisis lors d'une AG, puisqu'on fonctionne en assemblée générale. Et là, ce sont vraiment les adhérents qui choisissent. Donc on a beaucoup axé ça sur la robotique cette année. Après, il y a aussi la radio qui fait les choses de son côté. Il y a des tas de gens qui font des ateliers moutons et qui eux-mêmes nous donnent un petit peu leurs problématiques. Donc là, pour le coup, on a moins le contrôle là-dessus. On a plus le contrôle sur la méthodo. Et les gens qu'on invite sont quand même dans une forme de... comment dire ? Ils ont un parti pris critique et réellement critique sur l'objet technique en fait. Donc typiquement sur l'écologie, c'est vrai qu'on a invité quelqu'un comme Philippe Biwix qui écrit sur la rareté des métaux, qui est quelqu'un qui est profondément écolo. En face, on avait une journaliste qui elle avait travaillé sur les data centers et les infrastructures physiques d'internet. Et à chaque débat, on va retrouver ça sans forcément avoir des gens qui sont d'accord entre eux. C'est pas l'idée de parler dans notre petit monde. Nous, on est là pour mettre en place le dialogue. Et d'avoir des gens qui sont complémentaires en fait. Et justement, j'aimerais bien insister là-dessus parce qu'on n'est pas dans des débats contradictoires. Et donc là, on parle des médias. Alors je vais sortir un poncif, mais c'est difficile de parler de médias sans parler de McLuhan. Donc effectivement, le média, c'est déjà le message. Et en fait, je pense qu'on a aussi essayé de réfléchir au format qu'on a voulu mettre en place et à se dire, en fait, comment est-ce qu'on peut penser à un format de débat qui induisent finalement un mode de réflexion et plus largement un mode de société. Donc, vous voulez des choses concrètes. Par exemple, McLuhan donne l'exemple de l'imprimerie. Je trouve que c'est un bon exemple. Il dit, en fait, l'imprimerie, donc c'est un média. Donc, on arrive effectivement à la presse papier. Ça induit finalement d'avoir un réseau centralisateur. Et donc, en fait, ça induit une société qui devient centralisatrice, jacobienne, etc. Et donc, là, ce qui est intéressant, je pense, dans le débat aussi, c'est de se dire, on parlait des youtubeurs tout à l'heure, on parle aussi, on pourrait parler de la thèse en 120 secondes. Enfin, il y a eu un article qui est sorti il n'y a pas longtemps là-dessus. On est vraiment sur des formats très courts, très ludiques, qui, en fait, peut-être plus que est révélateur de la société, induisent aussi un certain mode de société. C'est pour ça que nous, en fait, on prend un peu de recul par rapport à ça, en se disant, on va essayer finalement de revenir à des débats un peu classiques, dans le sens où finalement, effectivement, c'est deux personnes, effectivement, ça dure 1h30, mais on n'est pas dans un débat contradictoire où finalement, il y aurait une personne qui serait contre et une personne qui serait pour, ou après, il suffirait de compter les points pour dire, voilà, finalement, on est plus d'accord avec celle qui est pour ou plus d'accord pour celle qui est contre, mais vraiment de poser la question un peu derrière. Donc, par exemple, effectivement, sur Internet, l'idée, c'était pas de dire... oui, Internet, ça nuit à l'écologie ou pas, et donc c'est bien ou c'est mal, mais c'était vraiment de montrer la structure et l'infrastructure que ça induisait, et après de se dire, en fait, politiquement, comment est-ce qu'on peut changer les choses et quel choix peut-être on a en notre possession pour faire évoluer le problème. Alors le mouton numérique, donc on a compris, donc il y a le format débat en tant que tel, donc qui est en présentiel avec des vrais gens, c'est ça, dans la salle. C'est ça, c'est des vrais gens. Avec des vraies personnes qui débattent, c'est ça, des vrais animateurs. Et puis l'idée, c'est ces débats sont filmés.
je crois. Et donc, il y a aussi d'autres dispositifs que vous mettez en place. Et donc, comment est venu notamment le dispositif radiophonique ou podcast? En fait, les dispositifs, ils sont à la fois liés à ce que veulent faire nos adhérents. Donc, ils viennent d'où ? Ils viennent des adhérents. C'est ce qu'ils ont envie de faire. On a 2 dispositifs sous forme d'ateliers, par exemple. Il y a des gens qui vont amener, eux, des compétences et dire, comme on est souvent sollicité pour faire des ateliers, c'est moi qui vais faire la formation. On a aussi un format type club de lecture qui va s'ouvrir, où là, pour le coup, l'idée, c'est plutôt en interne dans l'association, d'avoir vraiment une montée en savoir, en fait, sur des textes un petit peu fondamentaux de la technique, de la technologie, puis de la politique, de manière générale. Et peut-être juste pour revenir précisément sur le format radio, en fait, nous, ce qui nous a intéressés, c'était effectivement, dans les débats, c'est compliqué de toujours faire venir un penseur et un faiseur. Et l'idée qui nous avait séduit, en fait, quand Stéphane, qui d'ailleurs est dans la salle avec Estelle, sont venus nous voir en disant nous, on aimerait bien monter un format radio, c'était d'inviter qu'une seule personne, mais qui soit peut-être justement plus ce faiseur. Et qu'on le laisserait écouter, et en disant, voilà, dans les débats, on serait plutôt dans un format qui pose des questions. Et le format radio permettrait en tout cas de creuser ces questions, mais d'un point de vue peut-être plus pratique, en mettant en avant des initiatives qui font concrètement des choses, parce que c'est bien de poser des questions, mais à un moment, il y a quand même des réponses en tout cas qui sont mises en place, et c'est bien de leur donner aussi une certaine visibilité. Alors du coup, si on a envie d'être un mouton numérique et qu'on veut vous proposer un projet, comment ça se passe ? Et vous avez combien de moutons actuellement dans le troupeau ? Alors aujourd'hui, il y a une 60aine de moutons dans le troupeau, et c'est très bien, on est très contents. Comment ça se passe ? En fait, les gens viennent chez nous pour plein de raisons, hein, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils sentent que dans les domaines qui les intéressent et qui peuvent être le numérique, il y en a d'autres, ça va être réparer des vélos, il y en a, c'est le numérique, c'est comme ça. On les accueille, ils trouvent chez nous la possibilité de faire des choses. Donc, pour nous contacter, c'est très simple, hein, vous tapez mouton numérique sur Internet. Partout, bonjour, @mouton-numérique. Partout où vous voulez nous trouver, vous nous trouverez de toute façon. Puis ensuite, c'est très humain. Hein. On reste une petite association, donc un ancrage local, mais Internet, c'est plus tellement local. Donc récemment, il y a eu un atelier qui a eu lieu à La Réunion. Il y a des tas de choses qui se font assez facilement, en fait. Et effectivement, en fait, il y a des formats qui sont plus souples que d'autres. C'est-à-dire, pour faire des débats, comme c'est quand même, faut mobiliser une salle. Généralement, on a un public de en moyenne 80-100 personnes. Là, c'est comme ce que disait Irénée tout à l'heure, c'est voté en AG. Donc, c'est-à-dire, c'est les moutons qui arrivent, qui proposent leur débat, et puis c'est voté. Et comme il y en a 6 dans l'année, on choisit les 6 et on essaye de faire la programmation. C'est à la fois des débats, mais on a aussi évidemment pas mal de journalistes, de chercheurs dans l'association. Pas que, il y a des gens qui viennent pas du tout de là. Et ça qui est intéressant, en fait, c'est on est très hétérogène. Et il y a beaucoup de gens aussi qui, de plus en plus, écrivent, en fait, aussi, pour l'association. Donc, il y a de plus en plus de tribus. On sent déjà qu'il y a une conversation entre vous, il y a une facilité à passer la parole de l'une à l'autre. Très bien. Moi, alors, ma question que j'avais en tête, c'est est-ce que du coup, en créant ces contenus, est-ce que vous vous considérez comme un média ? C'est une longue question qui a été longuement discutée en AG. La question n'est pas longue, mais peut-être la réponse. C'est une longue réponse, oui. Pardon. Alors juste pour faire un tout petit détour, je pense qu'il y avait... moi, à la base, j'étais blogueur, comme vous l'avez dit. Yael, qui était plutôt dans la recherche. On avait aussi besoin d'avoir un ancrage physique pour commencer. Parce qu'Internet, c'est très bien. Nous, on est plutôt un média spontané, citoyen, sur le temps libre des gens. Donc déjà, c'est quelque chose qui n'est pas forcément conventionnel. Il n'y a pas beaucoup de médias comme ça. Souvent, c'est des blogs. Et du coup, je perds mon fil de mouton. Alors, en fait, du coup, moi, je reprends le fil. Vas-y, reprends le fil. Très complémentaire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que spontanément, on ne se considérerait pas comme un média. Parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas des journalistes, on ne va pas sur le terrain. Et justement, on est une association. Et là, normalement, tu es censé sortir ta super phrase sur on n'adhère pas à un... Oui, on n'adhère pas à un média, mais on adhère à une association. Voilà. Mais c'est vrai. Et je pense que ça, c'est assez important parce que, en fait, on laisse la possibilité à nos membres, justement, d'animer une conversation et du coup, de finalement, on va dire... amener les bonnes questions, en tout cas avoir cet esprit critique. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas assez dit, mais on est vraiment dans des formats qui sont en fait très grand public. Et donc le but, c'est pas non plus de mettre plein de mots compliqués partout. Non, on est vraiment dans la déconstruction des problèmes assez simplifiés. Et du coup, mais c'est moi qui ai perdu le fil. Donc là, tu es censé récupérer. Du coup, qu'est-ce que j'ai récupéré ? C'est une pelote, c'est plus une fille, c'est une pelote de laine. Alors, à saisir au bon. C'est pas sympa ce que tu fais, c'est pas très mouton ça. Non, mais si du coup, pour répondre à est-ce qu'on est un média, il se trouve qu'on est producteur de contenu, mais après, en fait, on s'interroge, je pense, plutôt. D'ailleurs, on est
un métamédia. Oui, mais du coup, pas Non, comme mais il y a métamédia, quand même mais quelque chose qui est important, c'est dans le que- sens. On va vous laisser. On va partir. Non, mais c'est passionnant. Et alors, quel est votre rapport avec les autres médias? Est-ce que vous êtes, est-ce qu'il y a des contenus en fait qui sont repris par les autres médias ou vous faites de la veille particulière sur les médias? On a des partenariats qui sont permanents, donc par exemple avec France Culture, avec Socialterre, avec un magazine qui s'appelle Le Zéphyr. On travaille avec une agence. Donc en fait, on a, puis bon, après, chacun de son côté, on écrit aussi un certain nombre de tribunes sur certains des sites que vous avez montrés tout à l'heure. Donc en fait, on travaille en copain-copain avec les gens qui partagent nos valeurs, je dirais. Rémi, je crois que tu as une dernière question à poser. Oui, une question. Alors, dans votre manifeste, ou je crois sur votre site, vous dites, c'est intéressant, c'est une question que tout le monde se pose, enfin qui est largement posée plutôt, le numérique est éminemment politique. Et alors, effectivement, ça pose la question de la neutralité de la technologie. Alors, comment vous le voyez ça? En fait, s'il y avait un mot qui quand même nous convient assez bien au mouton numérique, c'est qu'on est fondamentalement critique du progrès. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le progrès, ça veut dire qu'on le définit d'abord et puis qu'ensuite on pose un regard critique dessus. Effectivement, la technologie aujourd'hui, c'est quelque chose qui est constaté plus que c'est choisi. On a l'impression que c'est déjà déterminé, que ça va dans une direction et puis qu'on n'a plus qu'à la suivre. Alors, évidemment, ce n'est pas le cas, ce sont toujours des choix. Je pense que c'est beaucoup plus clair aujourd'hui ce que je suis en train de dire que ça l'était il y a 5 ans. Donc c'est tant mieux, je pense qu'il y a eu du travail. Et que même l'année dernière, en fait. Et que même l'année dernière. Mais du coup, il y a encore du travail à faire typiquement, moi j'ai l'impression que c'est repris en ce moment le numérique comme une question politique de la politique. C'est-à-dire, ça va être la droite contre la gauche ou les GAFA contre la France ou des débats qui sont très intéressants et utiles. Mais il faut revenir aux politiques en tant que le politique, c'est-à-dire que c'est un objet politique, la technologie. Au-delà d'avoir un Google français, il y a d'autres questions qui se posent, qui sont par exemple, pourquoi en première instance on ne veut pas d'un Google américain? Et est-ce qu'il faut en faire un pareil ici, typiquement? Et que ça questionne fondamentalement notre vivre ensemble et la société dans laquelle on est. Et les choix qu'on fait Et par rapport à cette technologie. Et les choix d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue structurel et collectif. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Avant qu'on se quitte, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de plateau. On va rester à nos places. L'idée, en fait, c'est de partager un coup de cœur avec les internautes qui nous regardent. Alors, quel est en ce moment votre coup de cœur, que ce soit une exposition, un projet, un livre, un animal, je ne sais pas. Qui est-ce qui veut commencer ? Alors moi j'y ai réfléchi le temps d'un instant. Le premier truc qui m'est venu en tête, c'est la bande dessinée de Robin Cousin qui s'appelle Le profil de Jean Melville. C'est quelqu'un qu'on a reçu récemment, Mouton, qui est un jeune auteur de bande dessinée. Ça doit être sa 3e. Et ça parle d'un petit bonhomme qui se rebelle un peu contre les grandes sociétés du numérique. Et c'est très poétique et vraiment à lire. Très bien, Je merci. le conseille beaucoup. Alors moi, du coup, je vais peut-être partir sur un projet avec qui, d'ailleurs, qu'on a rencontré l'année dernière, qui s'appelle les designers éthiques. Et qui, d'ailleurs, ça va être en octobre ou en septembre, font annuellement une grande conférence, et d'ailleurs c'est même la première conférence en France, sur la conception du numérique responsable. Et du coup, en fait, toute leur réflexion, c'est d'essayer de savoir, alors du coup je le traduis mal, mais vous les inviterez quand ça vous fera, comme ça vous pourrez développer, mais c'est justement de réfléchir à la manière dont on design aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on pense tout de suite au design web, mais plus globalement, comment est-ce que, alors on connaît le design de l'attention, on connaît le privacy by design, voilà, du coup j'ai totalement perdu le fil, mais en gros vous avez l'idée. Oh, d'accord, On fabrique des produits numériques qui respectent les humains. Éthique, responsable. D'accord, on ira voir un petit peu de façon plus précise ce qu'ils font alors. Très bien, merci merci Yael. Rémi, toi tu as un coup de cœur aussi? Ouais, un coup de cœur art contemporain pour changer. C'est un artiste très connu qui s'appelle Subodh Gupta. J'ai toujours du mal. Pardon? Subodh Gupta. Merci. C'est un artiste indien, une star de l'art contemporain. C'est à la Monnaie de Paris jusqu'au 26 août. Et c'est vraiment sa première rétrospective en France. C'est assez fascinant. Il travaille avec les ustensiles traditionnels indiens et il construit des énormes sculptures notamment. On peut en voir d'ailleurs gratuitement dans la cour de la Monnaie de Paris. Et après, il y a plein d'autres installations où on mélange un peu le sacré et le quotidien. Et c'est assez passionnant. Très bien, très rapidement, moi aussi j'ai un petit coup de cœur, ça s'appelle Les Promesses de l'Aube, c'est une pièce
c'est pas du tout Les Promesses de l'eau, en fait, c'est un autre coup de cœur. En fait, je suis en train de confondre. Il y a une pièce, en fait, du Théâtre des Possibles, en fait, qui est jouée actuellement à Avignon, que je vous conseille. Donc, je vais tweeter, en fait, le nom qui m'est, voilà, du Théâtre des Possibles, qui est mis en scène par Violaine Arsac et qui écrit et mis en scène par Violaine Arsac et qui questionne un personnage médecin scientifique avec son rapport à l'intelligence artificielle. Voilà, il y en a une belle pièce très chouette dont je vous retrouverai le nom. Désolé pour les auteurs. Merci à tous les deux d'être venus. Merci beaucoup. On va pouvoir revoir très bientôt cette séquence sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDVF comme les rendez-vous du futur. Mais là, tout de suite maintenant, c'est le moment de découvrir la chronique de Nicolas Hopno, d'où The Good Web. Et si demain nous devenions tous e-reporters, tous pilotes de notre propre média, avec ses contenus, son influence, son audience, ses réseaux, plus qu'une opportunité sympathique et excitante, cela pourrait bien devenir un devoir, associé à des droits pour tous, pour développer son profil professionnel, pour valoriser ses compétences métiers tout au long de sa carrière, pour partager ses recherches d'informations, son expertise, pour amplifier son expression citoyenne ou pour accompagner ses enfants dans la découverte du monde. Mais pour cela, encore faut-il permettre à tout le monde d'acquérir les compétences numériques du e-reporter. Technique de veille, esprit critique, expression écrite, orale, conduite d'interview, outils et traitement d'images, maîtrise des réseaux sociaux, notion de vie privée, droit d'auteur, et bien d'autres domaines qui s'inscrivent dans toute une série de compétences indispensables à la maîtrise des mondes numériques. Pour savoir comment vous situez par rapport à ce vaste champ de connaissances, rendez-vous sur PIX, un projet public d'évaluation et de certification des compétences numériques réalisé dans un esprit de co-construction évolutive avec les acteurs du secteur. À partir de son référentiel détaillé et en le croisant avec le référentiel psychosocial de l'OMS, l'association Fréquence École, qui accompagne les jeunes dans la pratique médiatique et numérique, a conçu un parcours pédagogique qu'elle a matérialisé par une carte intergalactique des mondes numériques. Ce guide exploratoire permet de valider des compétences de façon ludique au fil des ateliers thématiques qui sont mis en place lors des forums Super Demain. Attention, alors, petite pub, le prochain sera le 16 et 17 décembre. D'après une étude à l'initiative du syndicat de la presse sociale, un quart des Français déclarent ne pas être à l'aise avec le numérique. Et c'est sans compter ceux qui croient l'être. En fait, dans notre univers technologique en mouvement, nous sommes tous en apprentissage perpétuel. Et nous avons tous des compétences à transmettre à nos parents, à nos enfants, nos collègues, nos voisins. Mais ce qui manque souvent, ce sont les outils pédagogiques, pour mieux transmettre justement. Dans le cadre de sa mission Société numérique, l'Agence du numérique apporte des solutions et rassemble des ressources d'acteurs de la médiation numérique, regroupés au sein de la Mednum. Elle propose même un kit d'intervention rapide pour accompagner les personnes éloignées de l'informatique. Alors quand votre grand-mère brandira son smartphone en vous mitraillant de questions, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous avait pas prévenu. Alors vive le grand journal collectif et vive le Good Web, parce que c'est nous qui le faisons. Merci Nicolas, merci d'où The Good Web, parce que c'est nous qui le faisons effectivement. Merci Charlie et Rémi. Une réaction, donc on se retrouve bien sûr en plateau. Didier, une réaction sur un peu tout ça, parce que ça fait 20 minutes qu'on ne s'est pas vu. Ah oui, j'ai changé. Non, oui, un peu. Plus, ouais. Il y a juste un point. On n'adhère pas à un média, on adhère à une association. Alors forcément, étant un média associatif de Conversation, je suis obligé de réagir un tout petit peu à ça. Donc The Conversation est un ensemble d'associations à but non lucratif, avec des adhérents, on n'a pas de pub, on est gratuit, on est entièrement sous Creative Commons. On est dans le partage du savoir le plus gratuit possible. Et en effet, on a des adhérents. Et en effet, je pense, et c'est juste pour dire ça, parce que c'est pas juste pour reparler de The Conversation, mais il y a un modèle qui est en train de se développer actuellement, qui est le modèle du membership. La question du membership, c'est si vous êtes d'accord avec le média que nous faisons, êtes-vous d'accord pour
le soutenir, même s'il est gratuit. C'est le modèle de The Correspondent en Hollande et maintenant aux États-Unis. C'est le modèle de pas mal d'autres. C'est ce qui est en train de se faire avec le Bondi Blog, hein, qui va lancer une campagne de membership je ne sais pas pourquoi on dit membership d'ailleurs, pourquoi je ne dis pas adhésion, mais enfin bon. Enfin, vous voyez, vous avez l'idée. Et voilà, des membres, quoi. C'est-à-dire du citoyen qui soutient un média parce qu'il croit à l'utilité de ce média. Et c'est en train de... Alors, c'est en train d'émerger, et je pense que c'est bien, parce que, regardez, le ProPublica aux États-Unis, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est un collectif soutenu alors, par des fondations, là, c'est pas des membres, hein, c'est pas des adhérents, donc je crois qu'il y a un modèle philanthropique des médias qui est en train d'émerger. Et il y a aussi un petit modèle de membres, d'adhésion, qui est en train d'émerger. Mais enfin bon, ça, je suppose que c'est juste de là où je suis que je vois ça. Laurence, Virginie, Eric, une réaction sur ce que vous avez pu entendre là depuis ces 20 minutes, que ce soit sur le mouton numérique ou sur la chronique de Nicolas, qui, en gros, qui nous dit « Do the good web, c'est notre web à tous », quoi, en gros. Faisons attention. Oui, d'une certaine manière, c'est un bien commun, puisque finalement, on peut tous être acteurs de ce web et en même temps en être les gardiens. C'est ça qui est intéressant. Et il faut se souvenir quand même que les totalitarismes ne posent pas ce type de questions. Nous avons la chance d'avoir une presse libre, d'avoir une pluralité, une diversité des médias et aussi d'avoir un web libre. Il faut regarder les pays qui mettent des frontières au web, et c'est intéressant de les comparer avec l'état démocratique dans lequel le pays en question est. Donc, c'est vrai que l'information peut se dévoyer, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des fake news en ce moment, mais malgré tout, il faut se rappeler que la liberté et la libre circulation de l'information est un bien commun pour nous tous. Virginie, oui, une réaction ? Oui, moi je trouve que c'est plutôt stimulant de voir comment des initiatives associatives comme le Mouton numérique, où il a été question de Fréquence École, de Super Demain, mais qu'il y a des acteurs aussi associatifs. C'est vrai que dans le champ de l'éducation aux médias, les médias, c'est des acteurs évidemment dont on ne peut se passer. Il y a évidemment les enseignants et toute la communauté éducative. Et il y a aussi les acteurs associatifs qui, je crois, jouent un rôle crucial, et notamment tous les acteurs de l'éducation populaire. Et on voit bien comment les citoyens ont besoin de se saisir de ces questions, de devenir des acteurs. Et sur la difficulté de répondre à la question sur êtes-vous un média, je crois qu'en fait, il y a un changement civilisationnel majeur qui est qu'on est tous devenus des médias. Producteurs, diffuseurs d'informations, ou en tout cas des médias potentiels. On peut adhérer à des médias, soutenir le journalisme de solutions, on peut trouver des solutions sociales d'innovation à travers les médias qui nous les proposent. Et donc tout ça participe à cette évolution qu'on décrit aujourd'hui et qui est plutôt, je trouve, stimulante. Le fait d'ailleurs qu'on devienne tous des médias avec les récits de soi, notamment les réseaux sociaux, etc., est-ce que cette multiplication des récits, d'une certaine manière, n'est pas en train d'atomiser le récit commun, et comment on peut recréer du récit commun avec ça ? C'est parce que ça pose une vraie question pour les médias qui étaient les médias de masse et qui d'un seul coup deviennent, on va du un vers tous au tous vers tous, et cette profusion en même temps elle est géniale, c'est la diversité, c'est même l'altérité, c'est plein de choses, et en même temps on perd quelque chose du grand récit commun, quoi. Oui, c'est vrai, c'est en train d'arriver, et puis le goût pour... en tout cas, l'appétit pour la personnalisation des contenus est en train de modifier considérablement la donne pour les médias traditionnels. Et vous l'avez dit, on est en train de passer des mass médias, des médias de masse qui faisaient du carpet bombing pour tout le monde à la même heure, au même moment et de manière indifférenciée, à quelque chose de beaucoup plus ciblé qui peut être au début des médias de précision vers des niches et des communautés, puis se dirige en ce moment vers une personnalisation de masse. Et c'est assez compliqué à gérer pour les médias. À des médias à qui on demande aussi, d'ailleurs, et vous le dites, finalement de créer du lien social, de faire, en tout cas de contribuer à faire société. C'est pas très facile de créer du lien social quand, dans le salon même du foyer,
ce lien social n'existe plus, puisque nous sommes tous en train de regarder Chacun son écran, des contenus ou des émissions, des programmes différents sur des écrans différents. Donc si ce lien n'existe pas dans le salon, comment voulez-vous le recréer au niveau d'une nation ou d'un pays? C'est un sujet, c'est un des inconvénients effectivement de la personnalisation. Je crois qu'on s'organise, en tout cas la tendance est de s'organiser en ce moment en communauté, je ne veux pas dire tribu, mais c'est quand même la réalité. Ce sont des communautés qui se réorganisent au-delà des âges, au-delà des générations, au-delà des frontières, également autour de certains centres d'intérêt, forcément. Mais c'est un petit peu une granularité qui n'est pas l'individu, mais qui est plutôt autour de groupes et de communautés qui sont en train d'être faites. Et puis il y a quelque chose qui arrive qui va certainement complexifier la donne. Yael Benayoun tout à l'heure a cité McLuhan, le message c'est le médium, et il y a quelque chose qui est peut-être en train d'arriver, c'est que le message c'est le médium qui pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la télé vous regarde autant que vous la regardez. Elle vous observe autant que vous l'observez, elle vous analyse dans vos comportements. Et donc là aussi, il y a quelque chose dans ce média de précision, ce média chirurgical. Il y a quelque chose qui arrive, qui est l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots? Comment vous voyez cette évolution-là? Alors oui, forcément, ça c'est la nouvelle vague numérique. Autant le mobile était symbolisé finalement les années 2000, l'Internet les années 90, nos années 2010 sont en train d'être envahies par l'intelligence artificielle qui d'ailleurs va très très vite, qui regroupe tout un tas de sujets différents et qui impacte. En tout cas, nous, notre secteur des médias. Il impacte au niveau de la production des contenus, au niveau de la fabrication, de la création, il impacte au niveau de la distribution, vous l'avez dit tout à l'heure, par ces phénomènes de recommandations de plus en plus personnalisées. Ce sont des algorithmes qui aujourd'hui aident Netflix ou Spotify à vous adresser normalement le contenu le plus pertinent. Ce sont des algorithmes qui aident à reconnaître des images, à faire de la traduction simultanée, à pratiquer ce qu'on appelle le speech to text, à faire des sous-titres en temps réel. Tout un tas d'applications qui finalement peuvent être utiles, qui peuvent aussi venir aider ou contribuer à des personnes en situation de handicap, qui peuvent aussi compléter le travail des journalistes en fabriquant même des articles pour permettre aux journalistes peut-être de faire des tâches un peu plus intéressantes que des résultats sportifs ou des résultats financiers. Et ce média qui pense, il est sacrément puissant. Alors on voit que Instagram lance sa télé verticale, donc c'est comme ça qu'il l'appelle, donc sur mobile, avec son milliard d'utilisateurs. Et en fait, Instagram, on voit déjà, donc c'est par exemple très utilisé par les artistes. Et aujourd'hui, la plupart des artistes se font connaître auprès des galeries via Instagram. Et les galeristes vont découvrir les artistes aujourd'hui via Instagram. Et alors, il y a un effet pervers, il y a un biais. C'est que du coup ils analysent la data, évidemment, c'est une plateforme, et ils se rendent compte que les gens vont plutôt s'intéresser à des visuels où il y a du bleu, où il y a des visages, etc. etc. Et du coup les artistes qui ont envie de vendre se mettent à faire des visages bleus. Enfin bon, je schématise, mais vous voyez le biais que ça peut avoir, quoi. Donc c'est aussi le risque aussi de la télé du futur, c'est un peu ça, c'est qu'à un moment donné, elles se mettent à faire des visages bleus parce que c'est ça que les gens veulent consommer, quoi. Une uniformisation. Oui, mais on est en train tous d'essayer de trouver un équilibre, en tout cas de retrouver un équilibre entre l'expertise, parfois l'instinct de l'artiste ou du rédacteur en chef ou du patron de programme, qui a son expertise éditoriale, qui avant était la seule à dicter la loi aux médias, avec aujourd'hui effectivement le rôle des machines ou le rôle des amis. C'est finalement un trépied sur lequel il est aujourd'hui complexe de travailler, mais qui est indispensable. Cette fameuse recommandation sociale qui s'ajoute à la recommandation algorithmique et qui vient compléter la recommandation éditoriale. Laurence Conroy, pour compléter? Oui, je dirais qu'il y a, mais depuis toujours, une tension entre l'uniformisation et la créativité. C'est-à-dire que plus vous créez des contenus uniformisés pour plaire au plus grand nombre,
alors, tous vos visages bleus, puis à un moment donné, le public va se lasser, et puis un artiste va faire un visage rouge et tout le monde va spammer. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr qu'il y a une homogénéisation et une circularité des modèles qui fait qu'à un moment donné, ça se ressemble. Et puis en même temps, on l'a vu dans l'histoire de la télévision, trop d'uniformité tue aussi... La mode, c'est ce qui démode. Bah oui, tue aussi l'intérêt du public. Donc la créativité, à un moment donné, devient aussi quand même une valeur essentielle pour qu'un modèle persiste. Je pense par exemple à ce qui se passe avec les auteurs. Les plateformes, vous en parliez tout à l'heure, les plateformes d'auteurs qui veulent tous publier leurs récits marchent très bien. Mais ce qu'on voit, c'est que malgré tout, se recréent de nouveaux métiers à partir de là, puisque certains récits plaisent et puis finissent par être plébiscités par tellement d'internautes que les éditeurs classiques s'y intéressent et on a des beaux succès d'édition aussi de cette manière. Donc on voit que ça se reconfigure en permanence et effectivement il y a un dialogue qui se crée entre une atomisation de la création et une reconfiguration plus massive à chaque fois par de nouveaux métiers sur le net. Mais peut-être... Non, juste un point sur le... quand je préparais un peu cette émission, je me suis dit, le futur des médias, c'est quoi? Et en fait, avec les jeunes de l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine, il y a 2 ans, pour fêter les 50 ans de l'IJBA, je leur ai dit, et si on essayait d'imaginer les médias dans 50 ans? C'est juste un exercice, mais juste pour changer de la truc, c'était mieux avant, et à 68, les petits, voilà, c'était bien, et maintenant ils sont tout vieux, tout ça, bref. Donc ça va pas tellement d'intérêt. Donc j'ai dit, on va essayer de se projeter. Et la première chose qu'on a fait, c'est de partir de la technique, de la technologie. Ils ont dit, ah oui, ça va être l'information en virtuel et en immersif. On sera avec nos casques ou sans casque, ou avec des capteurs ou avec des implants, et on sera en permanence, on pourra être en permanence branché sur le monde. Voilà. Et puis ensuite, on a dit, et puis les robots, ils ont imaginé un truc vraiment génial, le premier procès d'un robot. Alors il se trouve que moi j'étais à Chicago quand le Chicago Tribune a eu ses premiers robots qui faisaient les commentaires de matchs de baseball, de matchs de football américain et des cours de bourse. Et moi ça m'a parlé tout à fait parce que moi j'ai commencé entre autres par faire des commentaires de cours de bourse qui n'avaient aucun intérêt à faire. Hein. Je vous rappelle, ça a monté, ça a baissé, il semble que, et puis le reste... pas grand-chose. Pareil pour les commentaires de statistiques sportives. Ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, bienvenue au robot. Si vous pouvez faire ça à ma place, ça m'intéresse. Bien. En même temps, on voit bien que on parle plus de ça, mais on parle d'une intelligence artificielle qui est du deep learning en général, c'est-à-dire qui apprend en permanence beaucoup plus vite que nous. Hein, y a des gens qui font des tabacs en parlant de ça. Laurent Alexandre fait un tabac en parlant de ça, en faisant peur à tout le monde en parlant de ça. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais en tout cas, on voit bien que là, ça va très vite. Et on voit bien le moment où, c'est là où je voulais en venir, où les médias traditionnels confondent faire un média pour aujourd'hui à utiliser une nouvelle technique, ou la dernière technique. On a bien vu comment il fallait faire, par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans, il fallait faire tout de suite des stories pour les derniers réseaux sociaux à la mode. Snapchat, par exemple. Snapchat, on faisait des stories et du coup, on mettait 10 personnes là-dessus, ou on mettait 10 personnes ou 20 personnes sur des trucs pour Facebook qui ne rapportaient rien, qui avaient duquel le Facebook ou Snapchat captait toute la valeur, donc le média traditionnel. Donc il y a un point intéressant quand on parle de médias du futur, c'est technologie du futur, ou, et je finis là-dessus, ou savoir-faire de médiateur, qui est à la limite comme le YouTuber dont je parlais tout à l'heure, à l'écoute de ce qui se passe,
et répondre à des questions sur la marche du monde, etc. Et le dernier point, c'est que la différence entre la réalité virtuelle avec son casque, où on est tout seul et tout ça, et les médias de demain, peut-être, parce que ça c'est mon côté optimiste, mais non, c'est que un vrai média, c'est un média qui fait parler les gens, qui fait parler entre eux. Donc à la limite, je m'en fiche comment il est fait vraiment en détail, techniquement. Mais l'important, c'est qu'on puisse parler entre nous. Regardez le plaisir qu'on peut avoir à commenter l'actualité, à discuter de l'actualité, à partager des infos qu'on a sur l'actualité. Ça, il faut le garder. Il ne faut pas qu'on soit tous dans nos casques de réalité virtuelle, il me semble. En fait. Est-ce que néanmoins, l'expérience du nouveau média, c'est pas aussi quelque chose qui a un pouvoir attractif très fort? Est-ce qu'on n'est pas aussi dans des formes de médias un peu désuets aujourd'hui? Quand on regarde aujourd'hui la génération Z qui 100% pratique le jeu vidéo, le e-sport, c'est un phénomène qui est absolument incroyable. C'est des dizaines de millions de personnes qui suivent les matchs de e-sport, etc. Cette génération qui arrive, qui est complètement dans cette expérience du virtuel et du virtuel partagé, puisque c'est des jeux massivement multijoueurs. Est-ce que ça, c'est pas en train quand même de débranler un petit peu les médias traditionnels par l'expérience qu'ils offrent? Je ne parle pas de technologie, je parle d'expérience. Totalement. Cette idée même d'expérience et cette idée aussi de capter l'attention, elle est au cœur de tout ça. Moi, je me permettais juste d'ajouter, de dire ça pour avoir une petite note d'espoir en se disant est-ce qu'il faut j'anime les mardis des Bernardins, donc je suis aussi assez branché sur et je finis toujours sur qu'est-ce qui pourrait donner de l'espoir. Et c'est vrai que là, l'espoir, c'est des médias qui font se parler les gens entre eux, qui voilà. Peut-être que certains jeux vidéo font parler entre eux. Enfin, à la sortie de Bercy, j'avais vu des reportages là-dessus. Les gens étaient discutaient beaucoup, donc pourquoi pas. Mais comme n'importe quelle passion partagée, finalement, ça provoque des réactions. Non, mais c'est vrai que les jeux vidéo en ligne, par exemple, on voit que c'est des vrais systèmes de communication pour les jeunes qui parfois sont pas sur d'autres réseaux sociaux parce qu'ils communiquent entre eux via les forums sur les jeux en ligne. Et je crois que ce désir du lien et du partage et de la conversation, on voit le succès du média brut. Et eux, leur engagement éditorial, c'est démarrer la conversation. Donc c'est vraiment cette conversation, je crois que c'est assez visionnaire comme terme, parce que c'est ce dont toutes les générations ont envie, ont besoin, que ce soit sur les plateformes de jeux vidéo, que ce soit sur les plateformes numériques ou via les médias traditionnels aussi, qui suscitent aussi toujours beaucoup de conversations, mais qui aujourd'hui se sont déplacés effectivement sur les salons numériques, on pourrait dire. Laurence ? Oui. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Plus nous avons des médias immersifs et qui mobilisent les sens, et avec le corps mobilisé, et plus il y a besoin d'en discuter. Au tout début des jeux vidéo, ce qu'observaient les parents, c'est que la note de téléphone explosait. Puisque en fait, les enfants avaient besoin d'appeler leurs amis pour en parler et pour partager leurs expériences. Et je crois que c'est toujours vrai. Plus on est mobilisé par nos émotions, et plus nous aurons besoin de toute façon d'en discuter. Sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que la famille tout écran, c'est né de cette réflexion. D'ailleurs, il y a une planche d'illustration qui montre cette famille à table qui n'arrive plus à avoir un repas ensemble où tout le monde est derrière son écran. Et en fait, nous, tous les parents qu'on rencontre, on se rend compte que c'est une vraie préoccupation. En fait, personne ne se satisfait totalement de cette situation. Et il y a une réflexion à avoir sur comment on va maîtriser en fait, ces outils pour... Parce que bien que le lien et la conversation se soient déplacés et qu'aujourd'hui on a plus de facilité à être tout le temps en échange et en contact derrière nos écrans, il y a quand même une vaste prise de conscience et mobilisation de la part des parents pour apprendre à maîtriser ensemble ces nouvelles technologies, ces nouveaux outils. Et pour rebondir là-dessus, enfin ce que vous avez dit tous les trois, moi je trouve qu'il y a un espoir, qu'il y a une belle promesse. Alors ça a été dit tout à l'heure par Yael, mais j'avais noté également
ça dans un interview, quelqu'un qui disait la question n'est pas de permettre aux gens de parler de religion ou de politique sur les réseaux sociaux, mais de trouver la manière de le faire qui permette de débattre de questions complexes. Et je trouve que ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. C'est effectivement pas la question de dire il faut qu'on puisse parler de tout. La question, c'est comment on va arriver à en parler sans se mettre sur la figure. Voilà. Et ça, il faut trouver cette manière-là, quoi. Oui, et la question du cyberharcèlement et l'expression de la haine sur Internet, enfin, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même aussi des vrais sujets qui sont problématiques en termes éducatifs. Et ça, on l'avait bien dit, on savait très bien qu'on allait ouvrir énormément de fenêtres. Et donc, désormais, dans chaque émission à venir, il y aura une vraie fenêtre ouverte sur les médias. Ça, c'est un engagement que nous faisons. Une dernière question, Niels ? Moi, j'en ai plein. Je te laisse une toute dernière. J'en ai plein. Est-ce qu'on peut faire... alors, je ne sais pas si elle va être très... une question, on va partir un petit peu dans le futur. Philippe Stark a déclaré il y a quelques jours, il n'y a pas de futur pour le design. C'est-à-dire, quelqu'un a parlé de l'éthique du design tout à l'heure. Voilà. Il n'y a pas... C'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais qui aurait été intéressant. Il n'y a pas de futur pour le design. Ce métier n'a plus d'avenir. Pourquoi ? En raison de la disparition des objets, la stratégie la plus intelligente de la production humaine s'appelle la dématérialisation, je le cite. Autrement dit, nous allons vers le rien, un rien qui porte un nom, le bionisme. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'on va intégrer de plus en plus de services dans le corps, directement dans le corps, une sorte d'homme amélioré. Le produit sera votre corps. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on va, on fait un peu de prospective science-fictionnesque, est-ce qu'on va vers un média biochimique ? Yuval Harari disait que finalement nous sommes des algorithmes biochimiques. Donc si on pousse ça, c'est le point Harari que nous atteignons maintenant depuis un an dans chacune de ces émissions. Mais merci Niels, parce qu'il faut. Non, il a raison. C'est important comme point. Peut-être pas biochimique, mais au moins sacrément numérique et probablement ambiant. Je pense il est probable qu'on soit dans un univers quasiment comme un sac amniotique informationnel. On serait en permanence à l'intérieur de quelque chose où on se tiendrait informé d'une manière ou d'une autre, et sans écran d'ailleurs. On est déjà sur des futurs sans écran, avec des interfaces très très différentes qui n'existent pas, mais où on serait totalement immergé en permanence dans cette société de l'information. Quelle forme ça prendra, on n'en sait rien, mais c'est impossible. C'est quelque chose qui est envisageable. Ce qui est intéressant et qu'on ne peut pas prévoir pour l'instant, c'est quelle modification neuronale et quel type de cognition ça va développer. Parce qu'on voit déjà des modifications sur l'activité cérébrale quand on regarde beaucoup les écrans et différents écrans qui n'activent pas les mêmes zones. Donc là, je crois que vous posez une question qui est intéressante. Évidemment, on ne peut pas avoir de réponse, mais c'est intéressant de voir que ça pourrait transformer effectivement le vivant. Qui veut se lancer dans une tentative de réponse ? Non, moi, ce que je trouve passionnant dans votre question, c'est quels enjeux ça va poser, quels défis sur l'éducation, parce que c'est vrai que ce que Laurence Courroy dit, c'est vrai, on le voit surtout sur la toute petite enfance, la transformation des compétences des tout petits enfants sur ces nouveaux outils. Donc ça demande aussi à l'éducation qui a un temps long, ça pose de multiples défis pour savoir comment répondre à ces nouveaux défis, mais je trouve que c'est plutôt exaltant. Serge Tisseron, qui participe à votre ouvrage, était venu ici parler de ça, et effectivement, il y a des vrais enjeux sur le plan cognitif. On voit bien que il y a plein d'études qui sortent aujourd'hui et qui montrent les dangers et les opportunités de tout ça. C'est vrai qu'avec le smartphone, on a perdu le sens de l'orientation. C'est quelque chose, c'est un des acquis. Certains n'ont jamais eu. L'imprimerie nous a fait perdre la mémoire, peut-être d'une autre façon. On va peut-être perdre des choses, on va peut-être aussi en gagner. On a la rétroaction de ce qui est en train de se passer sur nous est aussi peut-être à découvrir dans le bon sens. C'est notre GPS existentiel, comme disait un philosophe. Niels, on a décidé de lancer un nouveau jeu aujourd'hui. Et là, on prend de court absolument tout le monde. On est au début de l'été. On est le 2 juillet 2018. Je date parce que comme dans 8 ans, on se retrouvera et vous pourrez retrouver ce replay. Vous saurez qu'on est en 2018. On va tirer au sort un de nos invités. Et cet invité aura la lourde tâche de revenir en 3-4 minutes sur ce qui s'est dit, sur ce qu'il a pu se raconter ce soir. Voilà, c'est une réaction un petit peu à chaud, un retour à chaud.
avec peut-être une mise en perspective aussi. Enfin bref, c'est seul face caméra. Alors là, j'ai ma petite moulinette, je tire au sort. Eric. Voilà. Non, on a une super moulinette. Eric, vous avez une caméra là avec Jérémy qu'on salue parce qu'il est vraiment royal dans sa réalisation. Eric, vous avez un micro. Vous avez assisté et participé activement à cette émission. Et là, on va faire silence et pendant 3 minutes à peu près. Non, moins. Voilà, c'est vous l'homme de télé. Non, je suis pas du tout un homme de télé. Je suis, enfin, si un peu quand même. Enfin, je travaille dans la nouvelle télé, dans le futur de la télé, et dans ce qu'on peut espérer. Qu'est-ce qu'on a dit ensemble? Je pense qu'on a d'abord fait un constat sur une situation tendue, au moins, dans les médias d'information. Et pour la profession de journaliste qui effectivement fait l'objet au moins d'un lien distendu avec la société et de plus en plus d'une certaine défiance comme l'ensemble des corps constitués ou des corps intermédiaires de la société. C'est évidemment plus complexe que ça parce qu'on voit aussi que la société dans son ensemble est en train de se refermer. On a des signes assez alarmistes sur ce qui est en train de se passer et on a, je pense, trouvé ensemble que le journaliste avait encore un rôle à jouer dans cette situation, dans cette société probablement en crise. Nous avons parlé de différentes sortes de journalistes, en tout cas de certaines formes qui sont en train d'apparaître, notamment je pense au journalisme de solution ou le journalisme qui essaiera de parler de l'ensemble de la société et pas que de ce qui va mal, pas de ce qui ne va pas bien. De quoi a-t-on parlé d'autre? On a parlé de l'impact de ces nouveaux médias sur la société, en particulier sur ces éléments les plus fragiles que sont les enfants ou les adolescents, avec peut-être là un manque, ou en tout cas un appétit pour ce que certains appellent l'éducation aux médias, pour ce qui dans un autre sens s'appelle l'encouragement au sens critique du citoyen, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, pour lui apprendre à lire, à démonter une image, à vérifier l'origine d'une information, peut-être à se familiariser aussi avec les enjeux de ces nouvelles technologies, des enjeux de compréhension autour des algorithmes, comprendre aussi, et on l'a dit, que toutes les paroles n'ont pas forcément la même valeur, que la viralité seule n'est pas preuve de véracité, sont des éléments qui sont aujourd'hui au cœur des systèmes informationnels de nos jeunes, qui n'ont pas forcément les outils aujourd'hui pour non seulement se défendre, mais aussi faire progresser leur sens critique. On a accueilli aussi des jeunes d'une association, le Mouton Numérique, c'est ça que j'ai compris. J'ai entendu leur enthousiasme, j'ai entendu leurs nouvelles méthodes, j'ai entendu je pense aux formulations de débat qu'ils ont évoquées, où un débat n'est pas forcément contradictoire. J'ai bien aimé ça. Là, j'ai là aussi appris peut-être quelque chose, parce que nous, les vieux médias, c'est ce qu'on fait. On fait apparaître des gens qui se tapent dessus, parfois sans grand intérêt. Je pense que c'est une réponse. Didier a évoqué aussi la pertinence et la puissance des vraies expertises face aux commentateurs. C'est aussi un des sujets qui peut être développé. Niels, quoi d'autre ? C'est déjà remarquablement bien résumé. J'ai l'impression. Je tire mon chapeau. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, Eric. C'est une manière, je suis pas sur le refrain, mais en tout cas, merci d'avoir essuyé les plâtres. Les plâtres, c'est comme un bizutage en quelque sorte. C'est rigolo. Merci beaucoup, Eric, d'avoir joué ce jeu. Prenez vos cahiers de texte juste pour les prochains rendez-vous. Le 9 octobre, avec Christophe Deloire et Reporters sans frontières, toute l'équipe de Reporters sans frontières, nous ferons une émission spéciale, forcément. Hein. Elles sont toutes un peu spéciales. Le 11 octobre, avec Claire Nouvian et l'ONG Bloom. Et là, nous plongerons vraiment dans les océans et nous allons faire une soirée
qui sera sans doute très très longue parce qu'il y a énormément de choses à dire sur les océans. Et avec Claire Nouvian, le 20 novembre, nous recevrons ici Fabienne Brugère, la philosophe Fabienne Brugère. Nous parlerons d'éthique notamment. Bref, un dernier mot, Niels ? Non, moi, ce qui me venait à l'esprit en vous écoutant là ce soir, c'est que je trouve que il y a quelque chose qui se dégage de vos propos, qui est la bienveillance. Voilà. Et vraiment, merci, parce que on voit qu'on est dans une période de mutation forte, partout, hein, pas spécialement dans les médias, que ça frotte. Des fois, ça fait plus que frotter, ça fait des blessures. Et je trouve que vous avez une manière, chacune, de parler de ces transformations avec vraiment de la bienveillance, quoi. Merci. Merci à vous beaucoup de vous être prêtés à ce jeu et d'avoir entrouvert avec nous autant de fenêtres qu'on va maintenant explorer pendant les années à venir. Merci beaucoup, à tout de suite sur les réseaux. Merci.